Bienvenue, vous allez écouter une conversation avec Monsieur Moussa Mara, ancien Premier ministre du Mali et écrivain. Le débat fut intéressant, abordant des questions de souveraineté, d'écologie, de géopolitique régionale, mais également de morale et de spiritualité. Cette discussion a été enregistrée avant son incarcération. Nous n'avons pas vocation à commenter ou à prendre position sur cette situation. Notre rôle est simplement de donner la parole à tous, sans exclusive ni parti pris. Nous lui adressons tout de même un mot de courage par humanité. Pour rappel, nous ne sommes ni experts, ni militants, ni journalistes, ni partisans, mais des passionnés curieux. Notre objectif est d'offrir un espace où toutes les voix du continent africain, toutes disciplines et origines confondues, puissent s'exprimer librement et en profondeur. Ne prenez jamais nos propos ou ceux de nos invités pour argent comptant. Vérifiez, questionnez. À notre échelle, nous souhaitons encourager la formation d'esprits critiques libres et curieux à travers l'Afrique. Bonjour Monsieur Mara, Bonjour. je vous remercie de votre présence et de répondre à quelques-unes de nos questions. On a l'habitude de commencer par une présentation de l'invité qui nous parle de son parcours, de son vécu, comment il est arrivé jusque-là. Donc voilà, on vous laisse quelques minutes pour pouvoir nous parler de vous et de votre parcours. Avec plaisir. Bon, moi, je m'appelle Moussa Mara, je suis expert comptable de profession. J'ai fait mes études d'expertise comptable ici en France entre 1992 et 1997. Je suis rentré au Mali, je travaille dans un cabinet d'expertise comptable, le même cabinet dans lequel je travaille encore aujourd'hui, donc 28 ans. Et cabinet de conseil, cabinet qui travaille au Mali et à l'extérieur du Mali. On est sur tous les métiers de conseil, d'audit, d'expertise comptable, mais on fait beaucoup plus d'audit que d'autres choses, de contrôle. Et je suis actif dans la société civile, l'association depuis 1999, donc ça fait 25 ans. Et dans la politique depuis une vingtaine d'années, depuis 2002, 2003, 2004. J'ai été maire, député, ministre, premier ministre. Et je suis aussi à mes heures perdues écrivain, parce que j'ai écrit une dizaine d'ouvrages sur notre pays, sur l'Afrique, sur les enjeux internationaux, la jeunesse, les questions de culture, les questions de bonne gouvernance, de sécurité. Et voilà, donc je suis devant vous. J'ai été investi il y a quelques mois, candidat à l'élection présidentielle au nom de mon parti, mais on ne connaît pas encore la date des élections. Donc je suis investi pour une élection dont je ne connais pas la date. Bon, on s'adapte. D'accord. Vous venez tout de suite dans votre présentation de nous parler de vos mandats en tant qu'élu, mais aussi de votre parcours dans le monde professionnel, c'est-à-dire dans le monde de l'entreprise. Est-ce que vous pensez qu'il y a une grande différence entre le monde de l'entreprise et la gouvernance d'un pays? Vous avez été Premier ministre. Il y a quelques différences. Dans le fond, il n'y a pas vraiment de différence parce qu'il s'agit de délivrer des services à des clients d'un côté, à des usagers de l'autre, des services pour les satisfaire. Et il s'agit de mobiliser des ressources pour pouvoir délivrer les services. Là, pour une entreprise, pour un État, c'est à peu près le même fonctionnement. Il y a des différences parce que l'État, c'est quand même des citoyens que nous gérons. Et les citoyens n'ont pas souvent le comportement d'un consommateur ou d'un client. Et donc, nous devons travailler sur cette différence. La seconde différence, c'est que nous faisons campagne pour être élus, pour servir. Alors que dans une entreprise, on ne fait pas de campagne. Souvent, on est chassé par un chasseur de tête, on est recruté et autres. Donc, ce n'est pas le même type de rapport. Mais fondamentalement, je pense que c'est la même chose. C'est pourquoi moi j'ai toujours abordé les responsabilités de la même manière, avec un souci d'efficacité. Satisfaire les attentes de ceux que nous servons, qu'ils soient clients ou qu'ils soient citoyens. Être efficace dans la délivrance des services, faire des économies en termes de ressources que nous consommons pour être plus productifs, plus compétitifs. Et sur toutes ces questions, et une grande redevabilité aussi de ceux qui servent, que nous soyons dans une entreprise ou que nous soyons directeurs, ministres et autres. Nous devons rendre des comptes à ceux que nous servons. Donc là, j'estime qu'il y a des similitudes très fortes. Et d'ailleurs, beaucoup de personnes dans la classe politique malienne me considèrent comme étant quelqu'un qui veut gérer l'État comme il gère une entreprise, alors que ce n'est pas la même chose. Bon. Et qu'est-ce qui est le plus difficile? Est-ce que gérer une très grande entreprise à Non, gérer l'échelle, l'État est beaucoup plus difficile parce que les aspérités ne sont pas les mêmes, parce qu'il y a plusieurs variables à prendre en compte que gérer une entreprise.
Et parce que, bon, des fois, il s'agit de vie d'homme, surtout quand vous êtes impliqué sur les questions de sécurité, les questions de santé, il s'agit de vie d'homme, de vie de groupe d'hommes. Et donc, les questions sont quand même plus sérieuses, plus importantes quand il s'agit d'une collectivité, que ce soit une mairie, une commune ou quand il s'agit d'un État. C'est pas la même chose. Mais en termes d'impact, je pense qu'on peut avoir plus d'impact sur la vie des Ah gens. non, je suis pas d'accord Non, avec pas. vous. Je suis pas d'accord avec vous. On a plus d'impact, on doit avoir plus d'impact quand on conduit une collectivité, quand on conduit une entreprise. Parce qu'on a de l'impact sur des personnes. En tant qu'entreprise, on a l'impact sur un groupe très restreint de personnes. On a un impact en termes financiers pour nous-mêmes. Ce n'est pas tout à fait les mêmes enjeux. On a les mêmes fondamentaux, mais en termes d'impact, en termes d'influence, en termes de satisfaction morale, gérer une collectivité, c'est nettement mieux. D'accord. Vous avez parlé tout de suite, on va dans notre échange, on va essayer de parler du Mali, mais aussi d'aller à votre vision africaine qu'on n'a pas beaucoup eu l'occasion d'explorer. Mais là, avant d'y aller, pour le Mali, est-ce que vous pouvez nous dire, nous faire un état des lieux de la situation et vous appesantir peut-être un peu plus? Vous avez parlé à la fin de quelque chose qui se rapporte, selon moi, à la liberté d'expression. Donc, est-ce que vous pouvez nous parler de la situation, donc nous faire un état des lieux et nous dire quid de la liberté d'expression Oui. aujourd'hui au Mali? Mais quand moi je fais le point de la situation du Mali, je vais au-delà de la transition. Parce que la situation du Mali, c'est la situation d'un pays sahélien pauvre qui subit de plein fouet les effets des changements climatiques, qui explique pour beaucoup le terrorisme auquel nous faisons face, avec une perte de ressources naturelles très forte et une augmentation significative de la population. Nous avons moins de ressources et nous avons plus de population. Donc forcément, nous avons des chocs et des conflits communautaires, des conflits au niveau social, qui expliquent pour une partie le terrorisme, qui expliquent pour une partie les violences dans lesquelles notre pays est. Donc ça, j'insiste beaucoup dessus. Deuxième élément, c'est un pays où l'État n'a jamais véritablement fonctionné. Mal gouverné, mal organisé. Ah, depuis l'indépendance. Depuis l'indépendance. Vraiment, les causes structurelles de la situation de notre pays sont des causes qui sont là depuis l'indépendance. Et donc, il ne faut pas blâmer forcément un régime. Quand on doit blâmer un régime, c'est dans son incapacité à corriger ses faiblesses structurelles. Évidemment, maintenant, on a depuis une dizaine d'années, une quinzaine d'années, un contexte géopolitique qui a été favorable à la crise dans laquelle nous sommes. Le contexte géopolitique, c'est la chute de Kadhafi, les printemps arabes, qui ont fait que beaucoup de rebelles sont descendus sur le Mali et donc l'État étant très faible, ils ont emporté l'État avec eux. Et nous sommes plus ou moins dans cette crise depuis. Maintenant, l'épisode que nous vivons depuis 4-5 ans, c'est une énième épisode de coup d'État parce que nous en avions eu en 2012. Les militaires sont apparus sur la scène politique et ils ont remis en cause la prédominance des acteurs politiques sur la scène politique. Et aujourd'hui, ils compétissent avec nous sur la scène politique et avec le soutien de nos compatriotes. Parce qu'il y a beaucoup de compatriotes qui estiment que les politiques ont fauté, les militaires sont une alternative crédible. Même si ces derniers temps aussi, les militaires sont en train de constater des résultats plus que contestables dans leur gouvernance et qui font que, bon, peut-être les politiques reviennent un tout petit peu en grâce. Ce que vous avez dit, c'est lié à une gouvernance militaire. Les militaires ont un rapport avec l'ordre, la discipline, qui n'est pas la même que nous, les démocrates, la politique. C'est qu'ils ne supportent pas la critique. Ils estiment que la critique n'a pas lieu d'être sous leur magistère et leur gouvernance. Donc, c'est ce qui fait qu'on a des atteintes à la liberté d'expression dans notre pays qui sont intolérables, qu'il faut condamner et leur demander de revenir sur ces éléments-là. Bon, maintenant, il faut aussi savoir que la transition, c'est une période. La transition doit s'achever. Nous attendons de nos autorités de nous fixer le terme de cette transition et puis nous allons compétir pour les prochaines élections. Il y a une question qu'on entend souvent, que ce soit en Afrique ou même ailleurs dans le monde, des questions de souveraineté. Tout le monde veut parler de souveraineté et on a souvent l'impression que c'est assez dur de trouver un bon équilibre entre souveraineté sans tomber dans du populisme. Comment vous pouvez voir une vision souveraine, mais j'ai envie de dire non populiste, réfléchie, pragmatique? Ce qui est
on va dire, dommage et triste, c'est que la souveraineté, elle est utilisée pour endormir les populations, leur donner l'impression que, bon, vous n'étiez pas libre, aujourd'hui vous êtes libre. Pour moi, la liberté, c'est d'abord répondre aux besoins essentiels d'une population. Ce n'est pas de lui dire que vous êtes libre, c'est de lui donner de l'emploi, c'est de lui donner de l'éducation, la formation, lui donner de l'énergie, lui donner de l'eau, lui donner de la santé. C'est ça, la liberté. Et lui donner suffisamment d'éléments pour qu'il puisse avoir une vie meilleure par lui-même. Et ça, ceux qui emploient généralement le terme de souveraineté à tous les temps, ils sont incapables généralement de fournir ces services-là. Donc finalement, ça devient comme un mantra, comme un slogan. C'est de dire, vous n'étiez pas libre, vous êtes libre avec nous, donc soyez heureux et puis avançons. En l'occurrence, les gens ne le sont pas du tout. Pour moi, la vraie souveraineté, je l'ai dit tout à l'heure dans le meeting, c'est la souveraineté économique. C'est-à-dire, c'est la capacité d'un État à avoir suffisamment d'atouts dans sa manche économiquement pour lui permettre de donner des perspectives à ses populations. Sinon, la souveraineté diplomatique, politique, juridique, nous l'avons depuis 64 ans. Personne ne peut le contester. Même si nos dirigeants, bon, peut-être par choix ou autre, ont paru s'aligner sur d'autres pays. Mais nous l'avons. Nous l'avons, ces éléments, et nous ont été concédés par la scène internationale. Moi, je ne fais pas des questions de souveraineté politique, diplomatique un sujet. Souveraineté économique, oui, ça on peut en parler. Mais généralement, les souverainistes, entre guillemets, ils ne sont pas très à l'aise pour parler des questions économiques parce que généralement, c'est beaucoup d'échecs à ce niveau. Mais pour le coup, moi, je pense qu'il y a un cas quand même qui tire son épingle du lot, c'est le cas rwandais, Ah, qui n'est faites pas, attention, faites qui n'est pas attention. un modèle de démocratie, mais Faites attention. démocratie classique. Est-ce que vous savez que le Rwanda est encore derrière le Mali en termes de PIB et même de PIB par tête d'habitant? Donc le Rwanda n'est pas vraiment une réussite économique. Le Rwanda est en progrès sur l'économie, en progrès sur les IDH, les indices de développement humain, mais le Rwanda reste quand même un pays très, très, très derrière dans les classements au niveau international. Là où vous avez raison, c'est la gouvernance. La gouvernance, la redevabilité, oui, là, il y a de grands progrès. Mais, en termes de liberté, le Rwanda est encore très, très loin. C'est une question de choix. Moi, je préfère la liberté. Je veux revenir sur l'écologie. Sur l'écologie, c'est une question que les jeunes trouvent importante, mais aussi ça aborde l'intégrité finalement des générations futures. Comment on peut rattraper un retard ou même devenir totalement développé sans finalement souiller sa terre et souiller ses eaux? Ce qu'il faut savoir, c'est que cette question-là, vous touchez quelque chose qui est important. C'est que sur les questions climatiques et écologiques, il faut surtout que nous évitions de maintenir les pays sous-développés, et notamment le continent africain, dans le sous-développement éternellement. Il est clair que le développement a un coût sur l'environnement. Et donc, on ne peut pas aujourd'hui dénier à l'Afrique sa volonté de se développer au motif que ce sera destructeur pour l'environnement. Et en l'occurrence, les émissions du continent africain représentent moins de 3% des émissions globales. Donc, l'Afrique a encore un droit à polluer qu'il ne faut pas nous dénier. Il faut que nous arrivions à faire un peu l'équilibre entre ce droit à polluer et donc laisser l'Afrique développer ses gisements d'hydrocarbures, développer ses industries, et maintenant la nécessaire adaptation du continent à tout ce qui est ce nouveau contexte. Et c'est là où justement la solidarité doit jouer. Solidarité doit jouer pour nous aider à nous adapter. Adapter ce que nous sommes en train de faire, mais sans nous dénier le droit encore d'utiliser les industries classiques. Et solidarité de l'autre côté pour atténuer les impacts de ce que les autres ont fait sur nous. J'ai dit tout à l'heure, le Mali, c'est une perte de ressources naturelles. Je vous donne un chiffre. Le Mali a perdu 2 tiers de ses forêts en 35 ans. 2 tiers de ses forêts en 35 ans. Ça, ce sont la faute des autres, ceux qui polluent le plus. Donc, dans le cadre du fonds de perte et dommages, dans le cadre des mesures d'atténuation, on doit pouvoir nous donner des ressources pour nous permettre de faire face à cette perte de ressources naturelles, tout en nous permettant de pouvoir nous engager dans le développement, dans les industries,
parce que nous avons été dans l'histoire moins émetteurs que d'autres. Il faut que nous arrivions à faire la balance entre ces différents éléments qui vont nous permettre d'aller vers le développement tout en essayant de limiter l'impact de ce que nous faisons sur le changement climatique global. C'est le concept même de développement durable, c'est-à-dire essayer de se développer tout en ayant le moins d'impact sur Absolument. les Et ça générations. nécessite des ressources. Bah, vous avez parlé de ressources, justement, de plusieurs mots qui sont très clés pour moi. On voit de plus en plus dans les capitales ouest-africaines, mais africaines en général, les effets des fortes précipitations d'eau qui sont dues au changement climatique, ça c'est incontestable. Donc, dans quelle mesure vous pensez qu'on peut appréhender l'évolution de la gestion de cette ressource-là, qui est l'eau, qui compte, eux, dans l'urbanisation, mais aussi dans la culture, dans l'agriculture, dans tout ce qui est gestion de l'eau pour notre vie en soi? Au Mhm. Mali, ce sont des questions très Mais en réalité, importantes, en fait, mais partout en Afrique aussi. exact. En réalité, le problème n'est pas complexe. C'est que les phénomènes naturels extrêmes sont des conséquences de ce qui a été fait les 100 dernières, les 200 dernières années. Et les 100 dernières, les 200 dernières années, ce sont les autres. Donc, les autres doivent abonder les fonds qui sont prévus dans le cadre des COP pour pouvoir limiter l'impact des changements climatiques sur les pays. Et ça, c'est global. Ça, c'est ce qu'on appelle l'atténuation. Ensuite, maintenant, nous avons à penser au futur. Nous avons à avancer. Eux, ils ont atteint un niveau de développement qui leur permet d'avoir un niveau de vie raisonnable pour l'essentiel de leur population. Nous ne l'avons pas atteint. Nous devons l'atteindre. Et pour l'atteindre, nous avons besoin d'émettre, nous avons besoin de consommer des énergies fossiles. Il faut qu'ils nous donnent le droit de pouvoir le faire, tout en nous inscrivant dans une trajectoire où on va consommer, en point de croissance, on va consommer moins qu'eux il y a 20 ans, il y a 30 ans, il y a 40 ans. C'est ça qu'on appelle en fait l'adaptation. Donc ces deux éléments, nous devons travailler dessus avec eux. Mais ce n'est pas en train d'être fait en ce moment. Aujourd'hui, l'Afrique subit le diktat de ceux qui disent on ne finance plus les énergies fossiles, on ne finance plus les forages en mer, on ne finance plus. Alors que nous avons besoin de ça, ne serait-ce que pour dégager des ressources et nous permettre d'avancer vers le développement. Il faut un pacte global. Et il faut que ce pacte global, on puisse nous insérer. Et comment vous pensez que les pays africains, les dirigeants des États africains comme le Mali, doivent se positionner? D'abord, on doit être ensemble. Parce qu'ensemble, on représente moins de 3% des émissions. Si on est divisé, ce n'est pas bon. C'est pourquoi des initiatives comme ce que nous vivons, de se retirer de la CEDEAO, pour moi, c'est à contre-courant de l'histoire. Et je l'ai dit, il faut que nous soyons ensemble à l'échelle du continent pour peser. Ce n'est pas le moment de se diviser. Et vous avez parlé tout de suite de l'union, je peux dire. Historiquement, le Mali est connu pour ses positions rassembleurs, Absolument. de fédéralisme. Et est-ce que vous pouvez déjà nous faire un petit retour en arrière sur l'histoire du Mali par rapport au rassemblement des pays africains et nous dire en quoi l'AES peut être un À élément contre-courant. de mise en place de cela ou Ah non, c'est à contre-courant. En tout cas, l'AES versus CEDEAO. L'AES, AES, ça c'est dans le sens de l'union. Mais l'AES se retirer de la CEDEAO, c'est à contre-courant. Le Mali, d'abord, c'est le seul pays de l'Afrique francophone, au moment de l'indépendance, qui a voulu coûte que coûte aller en indépendance avec les autres. Le seul. Nous avons engagé le chantier de l'union Ghana-Guinée-Mali. Ensuite, on a fait la fédération du Mali avec le Sénégal et la Haute-Volta, le Burkina Faso. Et non, c'était Ghana, Guinée, Mali. Ah oui, si, le Dahomey, vous avez absolument raison. Nous avons fait avec le Bénin, le Burkina et le Sénégal. Et le Bénin s'est désolidarisé, le Burkina s'est désolidarisé et on est allé avec le Sénégal. Et c'est après que nous ne nous sommes pas entendus avec le Sénégal que nous avons été pratiquement tous seuls obligés de déclarer notre indépendance. Ensuite, le Mali, dans toutes ses constitutions, c'était le cas de la Constitution de 60, c'est le cas de la Constitution de 74, c'est le cas de la Constitution de 92 et c'est le cas de la Constitution de 2023. Nous avons toujours inscrit dans notre Constitution que si la recherche de l'unité africaine nous demande à renoncer à notre souveraineté, totalement ou partiellement, nous sommes prêts à le faire.
C'est encore dans notre constitution de 2023. Il n'y a pas beaucoup de pays qui sont dans ce cadre-là. Donc le Mali, c'est quand même par définition un pays carrefour. Et en plus, les Maliens sont sur l'ensemble du continent. Donc c'est le pays qui doit être le ciment de l'unité du continent. Ça ne doit pas être le pays qui doit diviser. Maintenant, l'AES, c'est la confédération. Donc ça veut dire réunir les pays de l'Afrique ensemble, c'est bien. Mais l'AES qui dit on quitte la CEDEAO, c'est moins bien. Et comment on pourrait faire en sorte que le Mali revienne CEDEAO? C'est de continuer à parler, de convaincre les dirigeants du Mali, et puis demain, c'est d'être dirigeant soi-même pour inscrire durablement le Mali dans la CEDEAO et dans l'unité africaine. Je voudrais aussi revenir sur, vous avez parlé de forage. On voit une expérience qui est voisine au Mali, au Sénégal, on Ouais. commence à en discuter. Et vous parlez souvent de jeunesse, c'est de leaders jeunes. On voit que le Sénégal, bon, il tente cette expérience. Quel regard vous portez sur... Un regard admiratif. Un regard admiratif. D'abord, l'élection remarquable de Diomaye Faye, la mise en place de leur dispositif, le fonctionnement, bien qu'étant face à une assemblée qui n'était pas forcément d'accord avec le gouvernement. Ils ont vraiment travaillé ces derniers mois et maintenant ils sont dans la législative anticipée pour chercher une majorité. Bon, on leur souhaite le meilleur. C'est la nouvelle Afrique, ça, moi je trouve. D'abord, des gens qui sont solides, ils ont des compétences techniques solides, qui ont des compétences politiques solides, des convictions très marquées, souvent même trop marquées, et qui sont donc solides et qui savent où ils vont. Et tout cela à un âge relativement jeune, et qui arrivent à gagner les élections et de manière démocratique. Je pense que c'est l'Afrique qui se dessine, des leaders dans la quarantaine, des leaders dans la cinquantaine, qui sont suffisamment solides pour tenir tête à toutes sortes de dirigeants, de quel que soit ils puissent se trouver. C'est aussi cette Afrique-là qu'il faut pour travailler avec tout le monde. Parce que quand vous êtes solide, que vous avez confiance en vous, et donc vous pouvez travailler avec les autres. Mais quand vous n'êtes pas solide, vous avez tendance à vous recroqueviller. Parce que dans l'interaction avec les autres, vous ne tenez pas le poids. Je veux continuer sur le Sénégal parce que c'est un cas intéressant où souvent on voit religion et politique se mêler et parfois de façon assez complémentaire. Quelle voyez-vous la place de la religion et dans la tradition, dans le système politique malien? Est-ce qu'il pourrait y avoir des initiatives nouvelles, une création nouvelle d'un système politique? Ce qui se passe au Sénégal n'est pas si mauvais que ça, hein. Vous savez, les leaders religieux sont influents, mais sans donner de consignes de vote. Si vous regardez le leader de Mouride, il n'a jamais appelé à voter pour qui que ce soit. Il reste influent, il demande aux gens d'aller voter et il joue son rôle d'arbitre et d'amortisseur. Moi, je trouve que c'est un très bon modèle. Nous avons des leaders religieux chez nous qui, jusqu'à une quinzaine d'années, étaient à peu près dans cette posture aussi, c'est de dire on est les consciences morales de la collectivité, on est les gardiens de la rectitude, on reste dans cette posture. On ne se met pas dans la politique, on n'appelle pas à voter pour un candidat, on ne soutient pas un candidat et autres. Mais dès lors qu'ils ont franchi le pas, ceux qui l'ont fait, ils se sont discrédités. Parce que vous ne pouvez plus être arbitre si vous avez porté le maillot d'une équipe. Donc c'est un peu cette frontière qu'il faut arriver à mettre en place. Des leaders religieux, influents, organisés et qui sont dans la voie de la religion, comme recours, comme arbitre, comme amortisseur, et une classe politique qui compétit, qui travaille, qui formule des idées, des projets et qui les met en place. Je pense que c'est ce modèle qu'il faut mettre en place parce que la religion est très importante dans nos pays. Très, très, très importante dans nos pays et dans nos vies. Et ça, on ne peut pas l'effacer. Donc, donnons un cadre à la religion dans le cadre d'une laïcité qui soit notre laïcité. Il n'y a pas de laïcité universelle. Les sociétés ont des rapports avec la religion qui ne sont pas les mêmes. Nous devons trouver les places justes à la religion et aux leaders religieux. Je pense que ce sera positif. Et même peut-être même diplomatique, parce que parfois, même quand deux pays, par exemple musulmans, ne se parlent plus, il reste, Oui, il les reste un lien religieux de confrérique. ces pays peuvent justement aider les gouvernants à se parler, à se retrouver. C'est clair. En parlant de pays qui sont liés à leur religion, on a beaucoup de rapports avec notre voisin algérien, nous qui sommes directement liés au pays du Maghreb. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu, comme vous l'avez fait avec la Fédération, des rapports entre les États d'Afrique subsaharienne et d'Afrique du Nord?
Oh, en la matière, c'est surtout le Mali, parce que le Mali a toujours été un tampon et a toujours été un point de passage entre le nord et le sud. Les grands circuits commerciaux transsahariens, le lien entre le Selgem du nord et la Kola du sud, le lien entre l'or de chez nous, les esclaves. Donc ça a quand même serpenté les relations entre le nord et le sud. Le Mali a eu aussi affaire à les différents empires du Maroc. L'empire du Mali a chuté à la suite de l'invasion des Almoravides. Et ça crée des liens quand même avec le Maghreb. Et ces liens existent encore aujourd'hui. Le nord du Mali a plus de rapports économiques avec l'Algérie qu'avec le sud. Aujourd'hui, une bonne partie des produits consommés à Tombouctou et à Gao viennent d'Algérie. Et je ne parle pas de Kidal. Kidal, ça, c'est déjà le cas. Donc, ces liens humains, ces liens commerciaux, ces liens culturels sont à préserver parce que ce sont des facteurs de paix, ce sont des facteurs de stabilité. Au-delà des conjonctures, au-delà des difficultés conjoncturelles qui peuvent exister entre les régimes, nous devons travailler avec tous ces pays, travailler avec l'Algérie, travailler avec le Maroc, avec lequel on n'a pas de frontières, mais nous avons quand même une histoire commune. La Mauritanie, évidemment. Il faut que nous développions des rapports avec ces pays qui sont aussi économiquement puissants. Aujourd'hui, ces pays sont nettement plus développés que les pays du Sud. Ce sont des opportunités pour moi qu'il faut savoir mettre en place, qu'il faut cultiver et qu'il faut travailler pour le bonheur de nos peuples. Et comment faire la balance entre les deux frères Mais on ennemis? ne prend pas parti, aussi simple que ça. On ne prend pas parti. Nous devons être capables de parler aux Marocains et aux Algériens en même temps. Vous savez, en 1963, le président du Mali de cette époque, Modibo Keïta, il a réuni le roi Mohamed V et le premier président algérien. Et il y avait ce qu'on appelle la guerre des sables. Et la guerre des sables entre l'Algérie et le Maroc, la solution c'était à Bamako. Le président Modibo Keïta a réuni les deux leaders et ils se sont parlé, ils ont fait la paix. Donc le Mali est tout à fait en mesure. Si le Mali se hisse à la hauteur de son histoire, c'est vraiment ça, c'est hisse à la hauteur de son histoire, le Mali est en mesure de faire en sorte que l'Algérie et le Maroc se parlent. Et on compte plus les boulevards qui s'appellent Modibo Keïta, que ce soit à Alger ou à Casablanca. Absolument, absolument. On avait de très bons rapports avec tous ces dirigeants. On a parlé, peut-être on va parler de quelque chose qui est peut-être de l'ordre du personnel, si vous l'acceptez. On a parlé de religion et de politique. Même, quelle est la place de la spiritualité dans votre action, peut-être politique même? Moi, je suis d'abord un croyant, je suis un pratiquant. Certains disent même un trop grand pratiquant. Je suis persuadé qu'au-delà de la politique, d'abord un être humain est un être spirituel. La spiritualité va largement au-delà du physique et de l'apparence. Et la spiritualité est indispensable à notre équilibre. Vous savez, tous les jours, nous faisons face à des situations qu'on ne peut pas expliquer. Le miracle de la vie, de la mort, la vie après la mort, on ne peut pas l'expliquer. C'est la religion qui nous aide à accepter un certain nombre de choses qui sont des dogmes. La puissance et la magnificence de Dieu, ça ne se discute pas. Il n'y a pas de philosophie pour expliquer. On le considère comme tel et puis on vit avec. Et du coup, ça nous rassure. Ça devient des refuges. Des choses qu'on n'arrive pas à s'expliquer. On dit, oh Dieu. Et moi, je trouve que c'est phénoménal. C'est bon pour mon équilibre, moi, et je le vois. Et ça permet d'avancer dans la vie. Donc, je suis persuadé que la spiritualité fait partie de la vie. C'est pourquoi je suis ce que je suis, au-delà de la politique. Maintenant, la politique, c'est quand même une question de choix, c'est une question de chemin, c'est une question de stratégie quelquefois, c'est une question d'idées pour aider et impacter la collectivité. Et même dans ça, la religion aide parce qu'on dit que c'est Dieu qui donne le pouvoir. Donc, quand vous êtes dans un combat qui est dur, à un moment déterminé, vous dites non, ce n'est pas la peine de pousser jusqu'au bout parce que bon, c'est Dieu qui décide. Dieu a décidé qu'on n'aura pas le pouvoir cette fois-ci, préparons-nous pour la prochaine fois. Et donc, du coup, ça permet de baisser les tensions. Les endroits où les gens sont des gens de foi réellement, ce sont aussi des endroits où il y a moins de tensions et de violence. L'exemple de la Mauritanie Exemple en Mauritanie, exemple au Mali, parce que ne partons pas le Mali, malgré nos difficultés,
euh, la violence est beaucoup moins présente dans notre pays que dans beaucoup de pays. On a un de nos voisins, à un moment, qui me disait « Oh, ça fait 10 ans, vous êtes en crise. » J'ai dit « Oui, mais nous, notre crise de 10 ans, ça fait moins de 20 000 morts. Et vous, votre crise de quelques mois, ça fait quand même plusieurs dizaines de milliers de morts. On n'a pas la même société. Un mort est un mort, c'est regrettable. Mais là où on a 400, 500 000 morts au Soudan en moins d'1 an et demi, au Mali, on est autour de 30 000 morts en 15 ans. Donc ça aussi, c'est parce que la société existe, c'est parce qu'il y a un certain nombre d'éléments dans la société qui nous permettent de tenir. C'est très bien que vous parlez du Soudan parce que j'allais vous dire une citation que vous connaissez sûrement qui dit que les hommes ont fait l'histoire, on peut faire l'histoire, mais on est soumis à la La géographie. géographie. Hein. Le Soudan, c'est un pays qui n'est pas loin du Mali. Le Congo n'est pas loin, pas que du Mali, mais en Afrique. Mais comment expliquez-vous que la jeunesse africaine, qui pourtant est très connectée sur TikTok, sur les réseaux et même à travers les médias traditionnels, hein, n'est pas aussi concernée par les morts qui sont au Soudan, au Congo, qui sont conséquents, que par les décès qui sont en Ukraine ou au Palestine ou dans d'autres pays, sans minimiser les morts Je par rapport à comprends l'autre. parfaitement. Il y a Mais plusieurs explications. la La première, visibilité la qui est première aussi... explication, c'est justement, il y a certaines crises qui sont des crises oubliées. Le Soudan est considéré par l'ONU comme étant la crise la plus oubliée sur la planète. Il n'y a pas suffisamment de couverture, il n'y a pas suffisamment d'intérêt, il n'y a pas suffisamment de débat, il n'y a pas suffisamment Donc, on ne connaît pas. La RDC, c'est la même chose. On n'en parle pas beaucoup, on ne connaît pas. La deuxième chose, c'est que la jeunesse, elle est quand même concernée par son propre sort. Hein. C'est que le jeune Malien, il pense d'abord au Mali, il pense d'abord à lui-même. Et le troisième élément, c'est que vous avez des crises qui sont emblématiques. La crise palestinienne est emblématique parce qu'elle dure depuis 75 ans. Et ensuite, c'est quand même une crise d'une flagrance inégalité, quoi. C'est qu'il y a des résolutions des Nations Unies qui sont ignorées par Israël des dizaines d'années. Des résolutions, hein, des tonnes et des tonnes de résolutions. Le secrétaire général des Nations Unies lui-même, vous avez un ministre israélien qui ose déclarer le secrétaire général des Nations Unies persona non grata. Ça, c'est quand même extraordinaire. Ouais, parce qu'Israël sait que derrière lui, il y a des gros bras, il y a des grosses puissances. Et c'est le principe même de l'inégalité. Et donc, du coup, ça choque un peu plus. On dit le règle de la légalité internationale, mais Israël est en train de violer la légalité internationale. C'est très clair. Et donc, ça choque un peu plus les jeunes que ce qui se passe au Soudan ou ailleurs. Peut-être aussi c'est l'occasion puisque souvent parfois on peut voir des dissensions entre les Africains blancs et les Africains noirs et voir ce conflit, voir cette injustice, ce fait que tout le monde soit d'accord sur cette question serait une opportunité de donner une seule voix africaine sur cette question qui est une question coloniale et Mais qui d'autre sur que les cette pays question, il africains y a une voix africaine. Et d'ailleurs, ce qui se passe actuellement à Gaza, ça a permis à l'Afrique de régler la question israélienne. Vous savez, avant la crise actuelle, là, les Africains étaient un peu divisés par rapport à l'attitude adoptée vis-à-vis d'Israël. Il y a des pays qui ont des relations diplomatiques avec Israël, il y a des pays qui voulaient que l'Union africaine reconnaisse Israël, bien que la question palestinienne n'ait pas été réglée. Alors que la question de l'Union africaine sur la Palestine, elle est la même depuis 1963. La solution des deux États, qui est aussi la résolution internationale. Mais aujourd'hui, elle est ignorée par Israël, cette solution des deux États. Donc l'Union africaine doit faire de cette question une question de principe. Tant qu'Israël n'est pas engagé sur la question de la solution des deux États, nous n'allons pas avoir de relations avec Israël à l'échelle africaine. Les pays individuellement peuvent faire ce qu'ils veulent. et sur l'Ukraine, qu'est-ce que vous pensez que devrait être une stratégie, s'il devait y avoir une stratégie africaine sur la question ukrainienne? C'est un peu plus délicat parce qu'il y a eu l'épisode de 2014. Il y a eu les accords de Minsk et il y avait un début de processus et ensuite il y a eu l'invasion de 2022. La question est un peu plus délicate. Mais sur cette question, la posture africaine actuelle est la bonne. C'est de dire que nous ne sommes pas des donneurs de leçons. Nous voulons parler et à la Russie et à l'Ukraine et nous voulons qu'il y ait la paix. Il y avait un gros impact sur les céréales. Cet impact a été élevé parce que maintenant la mer Noire est sous contrôle ukrainien. En tout cas, les Ukrainiens peuvent
exporter comme ils veulent. Ce n'était pas le cas quand les Russes contrôlaient ces endroits-là. Donc, il n'y a plus de problème sur les céréales, sur les engrais et autres. Mais il reste la question de la paix et de la sécurité. Et sur cette question-là, je crois qu'il faut se parler. Moi, je ne pense pas que c'est la guerre qui est la solution au problème de l'Ukraine et de la Russie. Et dans quelle mesure vous analysez le fait que le conflit s'exporte sur les territoires de votre pays, le Mali? Moi, à mon temps, j'avais conseillé à nos autorités de faire attention. Vous avez un adage qui dit que quand les éléphants se battent, ce sont les herbes qui souffrent. J'avais demandé aux gens, nous sommes un pays qui a ses propres difficultés, ne nous mettons pas dans la bagarre entre l'Ukraine et la Russie. Ça a commencé en mars 2023. Quand il y a eu la présentation d'une résolution à l'Assemblée générale des Nations unies pour condamner l'invasion de l'Ukraine par la Russie. Quand la plupart des pays africains s'abstenaient ou sortaient de la salle pour ne pas voter, les Maliens ont voté pour rejeter cette résolution. Donc le Mali a voté avec la Russie. Et le Mali et l'Érythrée ont été les deux seuls pays en Afrique à avoir voté avec la Russie. Et parmi 6 pays seulement au monde à avoir voté avec la Russie. Il y a Nicaragua en Amérique, il y a la Syrie, il y a la Corée du Nord. C'est une sacrée proximité. Et la Biélorussie. Ce sont ces 6 pays-là qui ont voté avec la Russie contre la résolution. Et le message qui a été envoyé à l'Ukraine, c'est de dire le Mali est favorable à notre invasion par la Russie. Et dès lors, les Ukrainiens ont dit un pays qui supporte notre invasion est un pays qui est devenu ennemi. Et après, les questions sont parties sur cette base jusqu'à ce que les rebelles maliens se retrouvent aidés par l'Ukraine. Le point de départ, c'était là. Et quand le Mali a fait ce vote-là, moi, j'ai fait une publication pour dire faisons attention de ne pas prendre part à des conflits géopolitiques. Nous avons suffisamment de problèmes chez nous. Centrons-nous sur ça, évitons de prendre part à ces choses-là, abstenons-nous. Ne votons pas, soyons pas dans la salle, mais ne faisons pas le soutien invétéré à cette cause-là. Et on sait qu'on a besoin de gouvernance dans cette région. Si vous étiez amené à avoir un poste à responsabilité, quelles seraient vos premières mesures, votre stratégie, vos piliers phares de votre stratégie? Je l'ai dit tout à l'heure, aujourd'hui, notre pays a besoin de valeurs. Il faut que la gouvernance de notre pays soit imprégnée de valeurs. Les valeurs de vérité, les valeurs de transparence, les valeurs de redevabilité, les valeurs de méritocratie. Ce sont des choses qu'on a oubliées dans nos pays. Il faut qu'on les remette au centre de notre vie publique. Pour que tout le monde se dise « Ah, j'ai les mêmes chances que les autres. Il faut juste que je travaille. Si je travaille, j'aurai ce que je mérite. » Les choses se font sur la vérité, les choses se font de manière transparente. Les leaders sont exemplaires de ces valeurs-là. Nous, on va mettre ça au centre. Évidemment, les questions de paix, de sécurité, les questions d'armée, les questions de terrorisme, les questions de réconciliation, plus toutes les autres questions économiques, sociales, nous allons les aborder. Mais après que nous ayons installé au centre du village, au centre de notre pays, les valeurs. Et nous allons vraiment faire en sorte que le pays soit géré conformément à ces valeurs. Nous avons besoin de nous retrouver entre Maliens. Et on ne peut pas le faire sans les valeurs. Il faut qu'on se retrouve autour des valeurs. En parlant des valeurs, moi je trouve, vous me direz ce que vous pensez de ce constat, je suis là pour vous poser des questions mais échanger aussi, que l'engagement de la jeunesse depuis les années des indépendances, peut-être que j'idéalise une période que je n'ai pas vécue, mais même au moment de l'avènement de la démocratie, n'est pas le même que maintenant. En tout cas, l'essence des C'est engagements la ne même sont pas chose pareils. partout. Ce n'est Et pas donc, seulement au je Mali trouve que ou la en Afrique. citoyenneté, les valeurs de citoyenneté qu'on avait, qui partaient depuis le cercle familial, donc apprendre à ne pas outrepasser les lois, à respecter à être un bon citoyen pour sa commune, son quartier, sa rue, sont de moins en moins respectés aujourd'hui. Et je trouve que cela a une répercussion dans une plus grande mesure sur la gestion du pays. Absolument. Vous avez raison, mais en même temps, le monde d'aujourd'hui n'est pas le monde des années 60. Les années 60, les années 70, même les années 90, les choix étaient simples. Quand les choix sont simples, les gens font des choix. Aujourd'hui, les choix ne sont plus entre communisme et capitalisme. Les choix ne sont plus entre
démocratie et autoritarisme, les choix ne sont plus entre indépendance et colonisation. Les choix sont beaucoup plus complexes que ça. Donc, du coup, c'est plus difficile pour les jeunes de se mouvoir. Mais quoi qu'il en soit, c'est à nous de nous adapter au contexte et à nous de trouver les formules qui vont faire écho dans la tête des jeunes et donc de donner un nouveau contenu au terme de valeur. Je vous ai parlé tout à l'heure de méritocratie. Ça, c'est des choses dont on ne parlait pas dans les années 60 ou même dans les années 90. Mais ce sont des choses qui sont réelles parce qu'aujourd'hui, en fonction de votre famille, en fonction de vos moyens, vous avez accès à la fonction publique ou pas. Vous avez accès au marché public ou pas, en fonction de votre proximité avec le décideur ou pas. Donc ça, c'est des vrais sujets qu'il faut ramener au cœur de nos gouvernances publiques et dire les jeunes, quel que soit le lieu et les conditions de naissance, ils auront les mêmes chances s'ils bossent, s'ils travaillent. Et ça, c'est des choses qui vont dire quelque chose aux jeunes. Parler de transparence, parler de déclaration de son patrimoine pour un leader, parler de déclaration de ses revenus pour un leader. Donc, il faut trouver les mots, les valeurs par rapport au contexte. Et ça, c'est notre job à nous, les décideurs. Les décideurs. C'est ce que j'allais dire. Je C'est trouve clair. qu'avant, en Afrique, et je vais parler de l'Afrique parce qu'on est là pour parler d'Afrique, on avait des décideurs qui n'étaient pas des chefs, c'était des idéologues. C'est-à-dire, ils avaient une vision. Quand on parle de socialisme africain, quand on Ouais. parle de socialisme tout court, Oui, mais dans en, la mise en en place même temps, je du disais développement. parce que les enjeux étaient simples. Les enjeux étaient stratégiques et simples en même temps. On avait à choisir entre communisme et capitalisme. Et à l'intérieur du communisme, on avait à choisir entre maoïsme et léninisme, avec des idées, des mots, des concepts. C'était assez simple. Et c'était en même temps assez simple à comprendre. Le monde aujourd'hui est beaucoup plus complexe. Et donc, c'est à nous de nous adapter à cette complexité. Mais j'ai l'impression aussi on veut commencer à nous faire jouer un peu un jeu des conservatismes souverainistes contre les progressistes libérales. Il y a cette musique qui... Pour moi, très sincèrement, c'est des effets de mode qui ne dépasseront pas en cette effet. époque-là. Parce qu'il n'y a pas de fond derrière. Il n'y a pas de fond et ça repose sur rien de substantiel. Le vrai débat aujourd'hui, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est qu'il faut permettre aux jeunes d'avoir accès aux services de base auxquels ils ont droit et de leur ouvrir les perspectives en termes de droits, d'opportunités. Si on arrive à faire la jonction entre ces deux éléments, déjà, on aura fait beaucoup de choses. Moi, cette jeunesse, je trouve ce n'est pas aussi évident que ça parce qu'elle est multiple. Cette jeunesse est source de problèmes quand elle se mue comment on appelle les jeunes en Côte d'Ivoire? Alors, les Un moustique, Aérabois, non, ceux qui attaquent, les moustiques, c'est les moustiques, oui, voilà. on les appelle Ou les les moustiques. Aérabois au Nigeria, ou bien les Mhm, Tuts au Kenya, mhm. ou encore en Afrique du Sud. C'est un problème qui concerne tout le continent. La démographie est un sujet qui est tout le temps à la tête, constamment, depuis peut-être une vingtaine d'années pour l'Afrique. Mhm. Mais cette démographie peut jouer contre nous. Donc, dans quelle mesure notre jeunesse est une force pour nous? Dans quelle mesure elle est concernée par... Capital humain, en fait, dans mon livre sur la jeunesse, j'en parle beaucoup. Nous devons miser sur le capital humain que la jeunesse constitue. Mais le capital humain n'a de valeur que s'il est formé. Le jeune devient une chance s'il a des compétences qui lui permettent de s'exprimer sur le marché de l'emploi, de contribuer à la collectivité, de générer des ressources. Et le jeune devient une menace s'il n'a pas de compétences, il n'a pas d'espoir, il n'a pas d'opportunité. Donc, c'est à nous de balancer entre les deux, d'investir dans l'éducation, dans la formation, d'investir dans les infrastructures, d'investir dans suffisamment d'éléments pour offrir les conditions de formation, de renforcement de ce capital humain que la jeunesse constitue. Et donc, la force motrice va devenir une force motrice, un effet de levier pour la richesse. Et ça ne devient pas un coup de massue. Et là, les moustiques, c'est des coups de massue. Ah, les microbes. C'est microbes, ce n'est pas moustique. Vous avez raison. C'est les microbes. Mhm. Mais ça tombe bien qu'on parle d'économie de finances, parce que ça reste votre domaine de prédilection. Euh, on aurait une petite question pour savoir quels sont les obstacles ou même les perspectives d'une monnaie commune africaine. On a parlé d'un temps de Wow. l'éco. Ça, c'est loin. Monnaie commune ouest-africaine, oui. Monnaie commune africaine, c'est un peu loin. Bon.
l'Afrique de l'Ouest a déjà la perspective, la monnaie commune horizon 2027. Et ça va être la plus grosse monnaie commune du continent. Nous avons déjà une monnaie commune en Afrique de l'Ouest qui est le CFA, mais seulement c'est 8 pays. Et la monnaie commune ouest africaine, c'est 15 pays, dont le Nigeria, le Ghana. Donc ça va être vraiment une grosse avancée. Espérons qu'on y arrive, parce qu'on n'arrête pas de repousser l'échéance à chaque fois, 2-3 ans, on repousse l'échéance. Aujourd'hui, on est en 2027, essayons de faire cette monnaie commune en 2027. On aurait simplement une dernière question qu'on fait à tous nos invités. Est-ce que vous aurez un conseil à donner pour la jeunesse et un livre à conseiller à la jeunesse? Lisez mon livre sur la jeunesse africaine. On l'a bien lu, même 2 fois. Le conseil pour moi, c'est vraiment, malgré toutes les difficultés qui puissent exister, l'Afrique, c'est quand même la terre des opportunités, quoi. Moi, j'ai fait mes études ici. Le lendemain de mon examen, je suis rentré au pays. Je n'ai pas attendu les résultats parce que j'étais persuadé que le potentiel de développement que j'ai là-bas, c'est beaucoup plus qu'ici en tant qu'expert comptable. Nos pays sont pleins d'opportunités. Il faut arrêter de se morfondre, il faut arrêter de se lamenter, il faut arrêter de chercher les boucs émissaires. Les jeunes cherchent beaucoup les boucs émissaires, c'est la faute d'un tel et un tel. Il faut s'armer de courage, il ne faut jamais se décourager. Quand vous tombez une fois, vous avez appris, vous avancez. Tombez 10 fois, vous avancez, vous finirez par réussir. Donc comptez sur vous-même et ne vous découragez jamais. L'Afrique, c'est la terre des opportunités. Merci beaucoup, M. Mara. Merci les amis, merci beaucoup. Bonne soirée. Bonne continuation.